Je pense que les gens le savent déjà maintenant, mais la plupart des sex shops ne sont plus du tout ce que les gens imaginaient autrefois. Je veux dire, bien sûr, je suis sûr qu'ils ont commencé comme ça. Des hommes en longs manteaux achetant des magazines, cochons cachés dans des sacs en papier brun, entrant et sortant furtivement comme s'ils commettaient un crime. Aujourd'hui, ce sont en fait des endroits très propres, de bon goût, fréquentés par une clientèle très variée. Il n'y a plus de peep show derrière un rideau en plastique, plus de moquettes roses collantes sous les pieds, plus de gémissements discrets venant du fond du magasin, plus de vidéos bizarres des années 80 jouant sur une vieille télé, accrochée dans un coin du plafond. Il y avait des magasins comme ça pourtant, et j'ai travaillé dans l'un d'eux, je vais l'appeler Angel's Delight. C'était en fait le nom du commerce rival que mes patrons détestaient. Ce n'était pas un centre commercial, à un seul étage perdu au fin fond de Bumick Nowhere. Et même si on vendait des jouets pour adultes et des poupées, on restait l'un des endroits les plus classes de ce fichu bâtiment. Je n'aime pas parler mal des autres, mais franchement, certains des gens de l'équipe de Emily que j'ai rencontrés pendant mes années là-bas, il y avait le tatoueur, qui à mon avis aurait pu rendre un bonhomme bâton complètement raté, et la boutique de piercing, qui te garantissait quasiment un aller simple pour le train de la septicémie à chaque perçage d'oreille. La boutique de spiritueux, où selon les rumeurs, l'alcool était la chose la moins toxique qu'ils vendaient. Et puis cette boutique de haute couture, inexplicablement chic, tenue par un couple âgé, très conservateur, plus feu et damnation que n'importe quel prêcheur que j'ai jamais vu. Et pourtant, tous les vendredis soirs, ils venaient à Angel's Delight, acheter certains des films pour adultes, les plus spécifiques qu'on avait en stock. On fait juste notre part pour débarrasser les rues de ces saletés, me disait le mari à chaque fois, pendant que sa femme claquait la langue, désapprobatrice. Si c'était vraiment pour ça, alors explique-moi pourquoi il ne retirait des rues que des films avec un trou très spécifique, une combinaison raciale très précise et provenant d'une maison de production très particulière, dont les films avaient une intrigue en plusieurs épisodes. Peut-être qu'il les regardait pour les articles. Sincèrement, j'ai entendu parler des fameux articles tellement de fois que j'ai perdu le compte. Et mec, je bosse ici. Je m'en fiche. Je ne vous juge pas. Franchement, s'ils ne venaient pas ramper pour acheter des magazines hard, mes patrons ne pourraient pas me payer et je devrais contracter un prêt étudiant rien que pour finir mes études. Et c'est pour ça que je travaillais là. J'avais fait une année de fac et l'anxiété écrasante d'un prêt étudiant, même partiel, m'avait poussé à faire une pause dans mes études et à bosser pendant quelques années pour économiser assez pour payer le reste. Être gérant d'un sex shop était loin d'être le seul boulot que je pouvais trouver, mais clairement celui qui payait le mieux. On pourrait croire que ce genre de poste serait facile à pourvoir. Ha ha, mais quand j'ai eu le job, mes patrons m'ont dit que j'étais seulement le deuxième candidat. Quand j'ai demandé ce qu'il était advenu du premier, ils m'ont juste répondu que certaines personnes étaient tellement tordues qu'elles arrivaient à faire fuir même les clients les plus fétichistes. Je n'ai pas posé d'autres questions. J'ai juste sauté sur l'occasion. Et après quelques années, je me suis vraiment demandé si je voulais retourner à la fac ou me concentrer sur une carrière dans ce secteur. Les choses vont vraiment décoller dans les années 2000, m'avait dit mon patron en 2002. Le commerce physique pour adultes semblait vraiment avoir un avenir. Et ouais, je suis content d'avoir décidé de retourner à la fac l'année suivante. L'événement que je vais te raconter a joué un grand rôle dans ma décision de fuir vers les bancs de l'université. C'était un vendredi d'automne tout à fait banal au centre commercial, à 2 ou 3 heures de la fermeture. On restait ouvert plus tard que la plupart des magasins à cause de la nature de notre activité. Les autres boutiques avaient déjà baissé le rideau pour la nuit. Monsieur et Madame Boutique Chic étaient déjà passés prendre leur dernier VHS. La journée s'achevait tranquillement. Et comme je l'ai dit, la plupart de nos clients entraient discrètement. Pas celui-là. La porte d'entrée s'est ouverte avec une telle force qu'elle a littéralement arraché la cloche suspendue au-dessus. Et ça, c'était le moindre de mes soucis. Le type a traversé le magasin d'un pas nerveux. Il était grand, vraiment très grand,
facilement 1,99 m, mais pas costaud. Pas musclé ni large, juste très mince, pas vraiment menaçant, juste dégingandé. Et s'il n'était pas entré comme ça en trombe, et ne s'était pas dirigé directement vers le comptoir, je n'aurais probablement rien pensé de lui. Mais là, je n'avais pas le choix. Il s'est approché de moi, a claqué un sac en papier brun sur le comptoir et a pointé le doigt vers moi. « Ce produit est défectueux. Je veux un remboursement. » J'ai levé les yeux au ciel bien visiblement et j'ai simplement désigné le gigantesque panneau « Aucun retour ». Accroché au mur derrière moi, « Vous pouvez me rembourser » insista-t-il. Je savais qu'il valait mieux ne pas plonger la main dans un sac en papier brun provenant de Angel's Delight. Les patrons m'avaient raconté comment certains types un peu lourds tentèrent de retourner des jouets pour adultes usagés comme une blague. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas si c'était une légende urbaine ou non, et cela ne m'est jamais arrivé, mais il était hors de question que je prenne le risque de toucher quelque chose qui avait été en contact avec quelqu'un d'autre. « Quel est l'article » demandai-je. « Pouvez-vous le sortir du sac ?» L'homme poussa un soupir théâtral et sortit le produit du sac. Je ne le reconnus pas immédiatement, mais lorsqu'il retourna la boîte, je vis qu'il s'agissait d'un masque en caoutchouc gonflable, un peu comme un masque de anthrapichiche, mais fait de latex extensible. Un tuyau reliait l'ouverture de la bouche à une pompe, et le masque pouvait être gonflé pendant qu'il était porté. Je n'avais aucune idée de la date d'achat de cet article. Nous en avions un en stock, depuis que je travaillais là. Et à un moment donné, au cours des derniers mois, il avait été vendu pendant le service de quelqu'un d'autre. Je savais que cela devait dater de plus d'une semaine, car j'avais remarqué qu'il avait disparu du mur à ce moment-là. « Et quel est le problème ?» demandai-je. L'homme tripota la boîte, non par embarras, je pense, mais par colère. Il sortit le masque, en caoutchouc, le tuyau claquant contre le comptoir, et le tint en l'air. « Il est déchiré, regardez !» dit-il, et il y avait une déchirure au niveau du cou, comme si le matériau s'était corrodé. Bon sang, c'est peut-être exactement ce qui s'était passé. Je sais que le caoutchouc et le latex expirent après un certain temps, et le masque pouvait être ancien, simplement resté sur le mur depuis l'ouverture du magasin, dans les années 80. Ce n'était peut-être pas du tout la faute de ce gars, et son masque de Hay était malheureusement défectueux, mais aucun retour. Signifiait absolument aucun retour, même dans un cas comme celui-ci. Et la seule façon pour que mes patrons m'autorisent à rembourser un client aurait été de ma propre poche. Et si vous acceptez de ne jamais faire de retour, alors cela signifie jamais. Pourquoi devrais-je donner à ce type 20 $, plus la taxe de vente de mon propre argent durement gagné? C'est dommage, me dis-je. J'imagine que vous auriez dû être plus prudent en le mettant. Et je sais que j'étais un peu condescendant, mais je n'aimais pas que ce type me tienne tête. Et oh là là, j'allais le payer cher. Je n'eus guère le temps de réagir lorsque l'homme grand se pencha par-dessus le comptoir, m'attrapa par l'arrière de la tête et me plaqua la joue contre le bureau. Je pouvais sentir la pompe du foutu masque appuyé contre ma tempe. L'homme grand se pencha vers mon oreille et il ne chuchota pas lorsqu'il parla, et je crains de devoir paraphraser ici. Les années n'ont pas été tendres avec ma mémoire, donc je n'ai pas un souvenir parfait de ce qu'il a dit exactement. Mais je pense que vous saisirez l'essentiel. Écoute-moi bien, espèce de vendeur de cochonneries prétentieux. Je sais qu'il est écrit « aucun retour », mais tu m'as vendu un article défectueux. T'attendrais-tu à payer pour les erreurs de quelqu'un d'autre? Non, alors pourquoi devrais-je payer pour les tiennes? Il appuya plus fort sur ma tête, et je jure devant Dieu. J'ai cru que mon crâne allait éclater sur le coup. Ce gars était bien plus fort qu'il n'en avait l'air. Non, non, je me souviens d'avoir bafouillé, la bouche écrasée contre le bureau. « Ah, non, monsieur. Alors, je veux retourner cet article pour un remboursement, » dit-il. Et il me maintint là un instant, et je me demandais ce qui causait le retard. Puis je sentis le métal froid contre ma tête. « Je veux un remboursement, » dit-il. Puis le contact métallique disparut, et après quelques secondes, il me relâcha. Lorsque je me redressai et que je pus voir correctement, je ne vis pas d'arme sur lui. Et comme la plupart des gens en octobre, il portait un long manteau. Et jusqu'à ce jour,
Je ne peux pas dire avec certitude que ce client en colère d'un sex shop m'avait braqué avec une foutue arme pour un masque gonflable de S6 à $20. Je n'en suis pas sûr. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'il a récupéré son argent, bon sang. Je lui ai donné $30 parce que je tremblais trop pour compter correctement. Et ensuite, c'était comme si toute son attitude avait changé. Il s'éclaira, sourit, me remercia, puis quitta le magasin. Et il emporta même ce masque dans le sac avec lui. Et donc, je ne pouvais même pas prouver à mes patrons que tout cela s'était réellement produit. Pas que j'aurais appelé les flics de toute façon. Pas dans ce centre commercial, pas quand je travaillais dans ce magasin. Ce n'était pas vraiment le genre d'endroit où l'on s'embêtait avec la police. J'en ai parlé au patron, cependant, m'attendant probablement à ce qu'il doute de moi. Mais lorsque je décrivis le gars, il semblait savoir exactement de qui je parlais. « Oh oui, lui, » dit un des patrons. « Ça peut arriver parfois ?» ajouta l'autre patron. « La prochaine fois, traite simplement le retour. » Ce soir-là, j'ai décidé que j'avais économisé plus qu'assez d'argent pour retourner à l'université. Et donc, le lendemain, j'ai remis ma démission, travaillé mes 60 jours suivants, puis quitté cette industrie de sex shop de centre commercial, et je ne me suis jamais retourné. Autant le dire tout de suite. Mon nom est Paul, et j'étais un agent de sécurité de centre commercial. On pourrait penser que cela aurait été insupportable. Mais j'ai fait mon temps comme agent de sécurité dans un certain centre commercial de petite ville, dans les années 90, donc j'avais quitté le poste avant que le film ne sorte. Je travaille aujourd'hui dans la sécurité privée, mais à l'époque, j'étais employé directement par le centre commercial. Ce n'était pas un immense méga-centre commercial, mais il y avait quelques magasins, une vingtaine en fait, ainsi qu'une aire de restauration et une fontaine centrale, dans laquelle les enfants jetaient des pièces en faisant un vœu. Ce que ce centre commercial possédait, c'était un immense complexe d'entrepôts à l'arrière. C'était l'un des grands attraits pour les entreprises du centre commercial. Elles recevaient une portion de la zone d'entreposage dans leur bail pour y stocker leurs marchandises ou autre chose. Certaines n'en avaient pas besoin, d'autres en profitaient pleinement. Et puis d'autres commerces locaux louaient des espaces d'entrepôt pour entreposer leurs propres biens et marchandises. Le fait est que ce centre commercial possédait un grand labyrinthe d'unités de stockage. À l'arrière, la partie du centre commercial, visible par les clients, ne représentait peut-être que 40% de la propriété. Les visiteurs flânaient en regardant les vitrines de Radio Shack, de Borders ou de ce magasin qui m'a toujours marqué, Gadzooks. Il y avait aussi toutes sortes de magasins de vêtements. Je ne vais pas vous décrire précisément la disposition du centre. Il avait été construit de manière désordonnée. C'était un vrai casse-tête pour s'y déplacer. Parfois, on se retrouvait à l'étage supérieur dans une aile, et on devait descendre un escalator et remonter un autre pour atteindre l'autre côté. Si par un petit hasard, quelqu'un de la région dans les années 90 écoute ceci, cette description, plus les entrepôts, suffira probablement à identifier le centre commercial dont je parle. Comme disent mes enfants, ceux qui savent, savent. Je décris tout ça pour que vous compreniez que ce centre commercial n'était pas une merveille architecturale à plan ouvert, avec de larges allées lumineuses pour les acheteurs. Il était étroit, étouffant, et déjà à mon arrivée dans les années 90, il paraissait délabré et dépassé. Ajoutez à cela un gigantesque complexe d'entrepôts à l'arrière, et vous comprenez pourquoi une sécurité présente 24 heures sur 24 était nécessaire. Il y avait beaucoup à explorer, beaucoup de coins sombres qui pouvaient dissimuler toutes sortes de comportements douteux. Et pendant ma première année de travail, je n'ai eu à faire face à rien de plus sérieux que quelques voleurs à l'étalage. Un vieux type qui reluquait une jeune femme, un enfant disparu retrouvé sain et sauf, assis dans un photomaton, et quelques adolescents mis au défi d'essayer de s'introduire dans l'entrepôt pour y passer la nuit. Étrangement, ce sont eux que la direction a voulu punir le plus sévèrement. Ils voulaient vraiment les poursuivre dans toute la mesure permise par la loi. Finalement, il ne s'est rien passé. Ils avaient à peine plus de 18 ans.
Mais les patrons étaient étrangement furieux que quelqu'un essaie de rester dans le centre pendant la nuit. J'imagine qu'en y réfléchissant, ils auraient pu causer des dégâts considérables. Mais comme je l'ai dit, nous étions une équipe de sécurité active 24 heures sur 24, donc l'un de nous les aurait repérés assez rapidement. Les choses étranges ont vraiment commencé quelques années après mon embauche. La première fois, j'étais en service dans le centre avec mon pote Chris, et un gars plus âgé, plus expérimenté, Bean, était dans le bureau de sécurité à surveiller les caméras. C'était un après-midi de semaine, et le centre était moyennement fréquenté. Puis j'ai reçu un appel radio. C'était Brun. Il m'a dit qu'on avait un code je ne sais quoi, dans mon secteur, pour un colis non surveillé. Ça, c'était l'un des seuls trucs qui nous rendait tous nerveux. On était encore à seulement quelques années de l'attentat d'Oklahoma City et les tensions étaient encore fortes, concernant les colis ou véhicules, abandonnés dans des lieux publics fréquentés. On n'a jamais reçu de menaces de bombes directes, mais on avait trouvé quelques sacs et objets abandonnés. J'imagine qu'on était plutôt inconscient parce qu'on n'a jamais appelé d'unité spécialisée. En général, on voyait bien que c'était des trucs que des clients avaient achetés puis oubliés à côté d'un banc ou autre. Cette fois-là, c'était un de ces sacs de sport crasseux, glissé sous un banc dans un coin qui donnait sur la fontaine centrale. Personne ne le regardait. Quand je suis arrivé à l'endroit indiqué par Brin, je ne sais pas si personne ne l'avait remarqué ou si tout le monde s'en fichait, mais je me souviens de ce foutu sac comme si c'était hier. Il était sale, comme s'il avait été roulé régulièrement dans la poussière, les débris, voire la craie. Et en m'approchant, c'était clair, il puait l'urine de toute chose. Je me souviens avoir pensé qu'il pisse sur une foutue bombe. Et c'est pour ça que j'ai simplement avancé vers ce sac et je l'ai attrapé. Je l'ai juste tiré dessous le banc. Je sais que j'étais un putain d'idiot, que j'ai mis des vies en danger. Le moi d'aujourd'hui mettrait une gifle au moi de l'époque. Mais j'étais juste un gamin stupide. Je travaille désormais dans la sécurité privée, mais à l'époque, j'étais employé directement par le centre commercial. Ce n'était pas un immense méga-centre commercial, mais il comptait une vingtaine de magasins, une aire de restauration et une fontaine centrale, dans laquelle les enfants jetaient des pièces en faisant un vœu. Ce centre commercial possédait également un vaste complexe d'entrepôts à l'arrière. C'était l'un des principaux attraits pour les entreprises du centre commercial. Elles obtenaient une portion de l'espace d'entreposage, dans le cadre de leur bail, pour stocker leurs marchandises et autres. Certaines n'en avaient pas besoin, tandis que d'autres en profitaient. D'autres entreprises locales louaient également de l'espace d'entrepôt pour stocker leurs propres biens et articles. En somme, ce centre commercial disposait d'un grand labyrinthe d'unités de stockage, intérieures à l'arrière. Ainsi, la zone du centre commercial visible par les clients représentait peut-être seulement 40% de la propriété. Les clients se promenaient en flânant devant Radio Shack ou Borders, ou ce magasin qui m'a toujours marqué, Gadzooks. Il y avait aussi toutes sortes de boutiques de vêtements. Je ne vais pas détailler exactement la disposition du centre commercial. Il avait été construit de manière désordonnée, c'était un vrai casse-tête pour s'y retrouver, et parfois, on pouvait se retrouver dans une section de l'étage supérieur du centre commercial, devoir descendre un escalator et remonter un autre pour atteindre l'autre côté. Si par un petit hasard, quelqu'un ayant vécu dans la région dans les années 90 écoute ceci. Cette description, ajoutée aux entrepôts de stockage, est probablement suffisante pour comprendre de quel centre commercial je parle. Si vous savez, comme disent mes enfants, je dresse ce tableau pour que vous compreniez que le centre commercial n'était pas une sorte de chef-d'œuvre architectural à plan ouvert, avec de larges allées pour les clients. Il était exigu, claustrophobe, et déjà, lorsque j'ai commencé à y travailler dans les années 90, il semblait délabré et hors du temps. Ajoutez à cela un immense complexe d'entrepôts à l'arrière, et vous pouvez imaginer pourquoi une sécurité 24 heures sur 24 était nécessaire. Il y avait beaucoup à explorer, de nombreux coins cachés pouvant dissimuler toutes sortes de comportements répréhensibles. Et pendant la première année de travail, je n'ai eu à gérer guère plus que quelques voleurs à l'étalage.
Un vieux bonhomme reluquait une jeune femme, un enfant disparu, retrouvé sain et sauf, assis dans une cabine photo, et quelques gamins mis au défi d'essayer de s'introduire dans l'entrepôt pour y passer la nuit. Étrangement, ce sont eux que la direction a le plus sévèrement réprimandés. Ils voulaient vraiment les poursuivre dans toute la mesure de la loi. Au final, rien n'en est ressorti. Ils avaient à peine plus de 18 ans. Mais les patrons étaient étrangement en colère contre quelqu'un essayant de rester dans le centre commercial pendant la nuit. Je suppose que quand on y pense, ils auraient pu causer des dégâts incalculables. Mais comme je l'ai dit, nous étions une équipe de sécurité présente 24 heures sur 24. Donc l'un de nous en service les aurait repérés assez rapidement. Les choses étranges ont vraiment commencé quelques années après le début du travail. La première fois, mon pote Chris et moi étions en service au centre commercial. Et un gars plus âgé, plus expérimenté, Bean, était dans le bureau de sécurité à surveiller les caméras. C'était en milieu d'après-midi, en milieu de semaine. Et le centre commercial était moyennement fréquenté. Puis j'ai reçu un appel à la radio. C'était Brun. Il m'a dit qu'il y avait un code, quelque chose, dans mon secteur pour un colis, non surveillé. C'était l'une des choses qui nous rendait tous nerveux. Nous n'étions qu'à quelques années de l'attentat d'Oklahoma City, et les tensions étaient encore vives concernant les colis ou véhicules abandonnés dans les zones publiques peuplées. Nous n'avions jamais eu de menace directe de bombes, mais nous avions trouvé quelques sacs et objets abandonnés. Je suppose que nous étions assez imprudents, car nous n'avions jamais appelé une équipe de déminage. En général, on pouvait simplement voir qu'il s'agissait d'objets que des clients avaient achetés et accidentellement laissés à côté d'un banque ou autre. Cette fois, c'était l'un de ces sacs de sport, sales glissés sous un banc dans le coin, surplombant la fontaine centrale. Personne ne le regardait lorsque je suis arrivé dans la zone que Breen m'avait indiquée. Je ne sais pas si personne ne l'avait remarqué ou si personne ne s'en souciait, mais je me souviens de ce fichu sac comme si c'était hier. Il était sale, comme s'il avait régulièrement été roulé dans la poussière et les débris, et peut-être de la craie. Et en m'approchant, il était clair qu'il puait l'urine de toute chose. Je me souviens avoir pensé qui pisse sur une foutue bombe. Et c'est pourquoi je me suis simplement approché de ce fichu sac et l'ai saisi. Je l'ai simplement tiré dessous le banc. Je sais que j'étais un idiot fini et que j'ai mis des vies en danger. Moi, aujourd'hui, donnerais une bonne gifle à mon moi du passé, mais j'étais un gamin stupide. Et cette fois-là, il avait été retrouvé vidé sur le sol. Le contenu était simplement éparpillé un peu partout. La théorie était que quelqu'un d'autre l'avait trouvé avant nous et l'avait fouillé pour voir s'il y avait quelque chose à voler. Bon sang, peut-être qu'il y en avait, mais je ne pense pas. C'était juste de vieux vêtements ou des emballages de nourriture périssables. Mon occasion est venue quelques semaines plus tard. C'était à mon tour d'échanger avec les gars de nuit, et j'aime le service de nuit. À cette époque, je venais de sortir d'une mauvaise rupture. Alors, j'aimais le silence, le temps pour réfléchir. J'ai toujours été ce genre de personne. Quand il y a quelque chose de mauvais dans l'air, j'aime être seul, un peu perdu dans mes pensées. Et j'ai quelques expériences de randonnée un peu flippantes à cause de ça, que je pourrais envoyer un jour. Qui sait? Donc j'étais content d'avoir le service de nuit, parce que j'avais besoin de cet espace mental. Mais j'étais aussi content parce que ça me donnait une excuse pour fouiller l'entrepôt sans être dérangé. J'avais essayé d'en parler avec des collègues les semaines précédentes, mais les gars les plus anciens étaient très insistants pour nous décourager d'aller traîner là-bas. Et à l'époque, j'avais commencé à avoir des pensées vraiment bizarres à propos de tout ça, mais j'ai découvert plus tard que c'était totalement sans rapport. Une entreprise locale louait cet espace sous la condition qu'on ne vienne pas fouiner. Et je suppose que ça explique aussi la couverture de sécurité un peu aléatoire dans les zones de l'entrepôt. Certaines zones, en particulier à l'intérieur de l'entrepôt B, étaient pratiquement des angles morts pour les caméras. J'avais de forts soupçons que ces zones sans caméra, et donc celles que je patrouillais le plus, souvent pendant mon service de nuit, étaient peut-être là où quelqu'un se cachait vraiment. J'ai raconté les événements un peu dans le désordre, parce que je suppose que j'ai un goût pour le dramatique.
Et dans les semaines précédant le début de mon service de nuit, j'étais convaincu de voir des choses. Rien de fou, pas au niveau de creepypasta, juste des choses évidentes. Des aperçus d'hommes vêtus de noir portant ce sac de sport noir bien spécifique, toujours en train de se fondre dans la foule ou de disparaître au coin d'un couloir. Des gens dont je ne voyais jamais tout le visage, qui semblaient toujours délibérément rester hors de ma portée. Mais à l'époque, je savais que j'aurais l'air d'un fou si je poursuivais ça, ou même si j'en parlais à quelqu'un. Bon sang, peut-être qu'au fil des années, j'ai exagéré ça dans ma tête et je me souviens que ça arrivait plus souvent que ça ne l'a vraiment fait. Mais c'était suffisant pour que, même en y repensant aujourd'hui, ça me file des frissons. À moi qui suis un adulte qui a bossé sur des boulots de sécurité assez durs. Il y avait quelque chose dans le côté informe de tout ça. L'idée que quelqu'un en noir se faufilait dans le centre commercial. Mon centre commercial, même s'il n'avait rien fait de mal, à part laisser traîner des vêtements puants. Enfin, pas encore, en tout cas. Donc, le premier service de nuit, j'ai presque couru vers l'itinéraire de l'entrepôt B, tout excité, stupide, je sais, mais une fois arrivé, j'ai pris mon temps. J'ai commencé à marcher normalement. Les entrepôts avaient de la lumière, et on avait le droit de les allumer. Pendant les rondes, donc ce n'était pas une traversée lugubre dans le noir complet, ou du moins ce n'était pas censé l'être. Je marchais sur le trajet, probablement en sifflotant, essayant d'avoir l'air détendu, mais pour qui? Aucune idée, et cette zone-là n'était même pas couverte par les caméras. Mais ensuite, j'ai commencé à regarder les choses d'un peu plus près. Juste jeter un œil, me suis-je dit, et je me suis souvenu que cette étagère appartenait à un des magasins de vêtements en liquidation. Et je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de vérifier les boîtes. Vous voyez, ce genre de choses. Je me persuadais dans ma tête que je n'étais pas en train d'enquêter sur l'idée stupide que quelqu'un pouvait vivre dans les couloirs et les coins cachés du centre commercial, parce que, évidemment, ce n'était pas possible. Comment ça aurait pu l'être? Pourquoi quelqu'un ferait ça? Mais ensuite, j'ai trouvé le nid. Ouais, d'accord. Ce n'était pas un nid comme ça, pas le repère d'une créature, mais un assemblage de boîtes sur une énorme étagère du bas, qui avait été ouverte et scotchée entre elles pour former une sorte de petite pièce, c'était à peine dissimulé. Et je n'ai aucune idée de comment personne ne l'avait repéré avant moi. Encore aujourd'hui, une petite partie de moi soupçonne qu'il voulait être trouvé, et spécialement par moi, parce que c'est moi qui avais trouvé son premier sac de sport. Et je suis sûr que c'est juste mon côté dramatique qui parle encore. Mais bon, on commence à se poser des questions. En tant qu'agent de sécurité du centre commercial, on avait ces matraques extensibles. Et je n'avais jamais eu de raison d'utiliser la mienne pour la violence. Et j'espérais que cette nuit-là ne changerait pas ça. Mais j'attendais une excuse pour la déplier, avec un mouvement de poignet stylé. Ce que j'ai fait à ce moment-là, ou du moins essayé. Évidemment. C'est à ce moment-là qu'elle ne marchait pas bien et que j'ai dû l'ouvrir à la main. Et pourtant, j'avais montré ce geste à mes potes, je ne sais combien de fois. Et la seule fois où je pouvais enfin l'utiliser, je me suis loupé. Donc, je me suis approché de ce nid de boîte évident. Évidemment, à ce stade, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. Juste que c'était un tas de boîtes collées entre elles. Et je pouvais voir une ouverture avec un espace derrière. « Hé, y a quelqu'un là-dedans » ai-je lancé. « Je vous donne une chance de sortir les mains en l'air. » Je ne sais pas pourquoi j'ai dit « les mains en l'air ». On n'avait pas d'armes. Ça sonnait juste comme quelque chose qu'on devait dire. Ouais, j'ai crié un truc du genre, et il n'y a eu aucun mouvement depuis l'intérieur de la boîte. Alors, j'ai tendu mon bras avec la matraque, et j'ai écarté le rabat, qui servait de porte. Et bon sang, l'odeur. C'était honnêtement comme une attaque. Chimique, Seigneur. Et jusqu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée que la simple odeur d'un corps humain pouvait devenir aussi immonde. Ce n'était pas des excréments ou quoi que ce soit comme ça. C'était simplement la puanteur de l'existence humaine. Pas étonnant que ce type, parce que c'était évidemment un type, se débarrassait sans cesse de ses sacs de vêtements. Il y avait un tas de sacs de couchage de marque générique dans le nid. L'un avait clairement servi à dormir. Les autres étaient utilisés comme rembourrage.
Je veux dire, le type avait accès à tout ce stock invendu, alors pourquoi pas? Il y avait aussi 2 ou 3 des sacs de sport, noirs encore emballés dans leur cellophane, et une pile de ces vêtements noirs génériques que j'avais déjà trouvés. Je me suis reculé un peu et j'ai observé les environs, essayant de deviner à quel magasin appartenait cette zone de stockage. Et là, tout s'est éclairci. Cette étagère venait du magasin de vêtements à bas prix qui avait fermé l'an dernier. Apparemment, ils avaient fermé brusquement et laissé leur stock derrière eux. Et à un moment ou un autre, quelqu'un aurait fini par venir tout vider. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans ces cas-là. Je n'étais pas vendeur. Je me souviens que, à l'époque, c'était inhabituel mais pas impossible qu'un magasin ferme soudainement et que des vêtements génériques en liquidation soient vendus à prix cassé. Pas besoin d'être un génie pour faire le lien entre ce genre de magasins et les ateliers clandestins. Alors, qui savait ce qui avait pu causer cette fermeture soudaine et cet abandon de stock? En me penchant à nouveau, en couvrant mon nez, j'ai jeté un coup d'œil prudent dans la tanière que mon squatteur avait habitée. Rien d'autre vraiment identifiable ou intéressant, et je me suis dit qu'on allait devoir appeler la police pour signaler un intrus. Il pourrait fouiller ce petit espace de vie, ainsi que l'ensemble de l'entrepôt, pour chercher une pièce d'identité ou des preuves de quelque chose de plus grave que l'effraction. J'étais agent de sécurité, pas détective. Ce n'était pas mon boulot d'enquêter sur le crime, juste de l'empêcher. Ça ressemblait à une fin en queue de poisson. Mais j'étais soulagé que l'affaire ne soit plus entre mes mains. Mais alors que je me redressais, 2 choses me sont apparues en même temps. La tanière était vide, ce qui voulait dire que le gars était parti. Et 2, la tanière était vide, ce qui voulait aussi dire qu'il pouvait être n'importe où. J'ai attrapé ma radio à la hâte, et bien sûr, je l'ai fait tomber, parce que, évidemment, je n'étais pas en train d'agir comme le héros viril que je m'étais toujours imaginé être dans ce genre de situation. Et quand j'ai vu que l'unité, cette espèce de brique, n'était pas cassée, j'ai appelé le poste de sécurité. L'une de mes collègues préférées était là, cette nuit-là. C'était une femme avec une aura maternelle, qui apportait des gâteaux faits maison. On l'appelait tous affectueusement maman. Je ne me souviens même plus de son vrai nom, pour être honnête, et je n'ai jamais compris comment. Elle avait atterri dans la sécurité d'un centre commercial, mais de tous les agents seniors qui auraient pu être en charge des caméras cette nuit-là, le fait que ce soit maman me rassurait. Je me rends compte maintenant à quel point ça a dû paraître étrange d'entendre dans la radio « Maman, je crois qu'il y a un type ici en bas ». Mais c'était le squatteur qui m'aurait entendu. Alors, qu'il aille au diable, naturellement. Elle a répondu à la radio en me demandant de répéter ce que je venais de dire, et si j'allais bien. Mais je n'ai même pas eu le temps de répondre quand, je jure devant le Christ Tout-Puissant, les lumières de tout l'entrepôt du bâtiment bébé se sont éteintes. Boum, obscurité totale. Et ça, ce n'était pas quelque chose de fréquent. Il n'y avait pas de minuterie sophistiquée, pas de problème de générateur connu. Si les lumières s'éteignaient, c'était parce que quelqu'un avait coupé les interrupteurs. Mon cerveau n'a même pas envisagé un canular. Le nid, les sacs de sport. Ce n'était pas une blague. Personne avec qui je travaillais n'aurait eu l'imagination ou l'envie de faire quelque chose d'aussi élaboré. C'était juste impensable. Donc, la seule explication possible, c'était que le type qui vivait dans le centre commercial était encore là, dans l'entrepôt, et qu'il venait d'éteindre les lumières. Heureusement, on portait tous des lampes torches pendant le service de nuit. J'ai essayé de décrocher la mienne de ma ceinture. Juste au moment où, et je le jure devant Dieu, j'ai entendu des pas marteler le sol de l'entrepôt. Des pas qui couraient, directement vers moi. Vite, les interrupteurs n'étaient pas loin d'où je me trouvais. J'ai levé ma lampe juste à temps pour voir quelqu'un habillé en noir. Une silhouette maigre me fonçait droit dessus. Il m'a percuté au pire moment possible, me prenant complètement par surprise, si bien que je suis tombé en arrière, jetant violemment une étagère. Je l'ai entendu marmonner quelque chose. Je l'ai vu chanceler dans le faisceau vacillant de ma lampe torche. Puis il a simplement détalé dans l'allée. Putain, qu'est-ce que j'étais censé faire? Je me suis dit que je n'étais clairement pas payé assez pour mourir pendant mon service. Mais mon orgueil avait été blessé, et mon épaule aussi.
Alors je me suis relevé et je me suis mis à courir après lui tout en appelant « Maman » par radio, haletant pour donner les détails que je pouvais, frustré qu'elle me demande sans cesse de répéter. Le type semblait zigzaguer dans les couloirs plongés dans le noir, et moi je le suivais tant bien que mal, avec ma seule lampe torche. Finalement, j'ai juste hurlé à maman d'appeler la police immédiatement, pour qu'ils viennent aux entrepôts, et j'ai lâché la radio pour courir plus vite. Je l'ai perdu de vue pendant un instant. Puis j'ai entendu une porte claquer, quelque part au bout d'un couloir, et j'ai su où il allait. Il y avait un petit complexe de pièces entre les entrepôts A et B, une salle de pause, des toilettes, etc. Alors j'ai commencé à y aller en trottinant. Et pour tout ce que je savais, il m'attendait de l'autre côté de la porte avec une machette, une arme à feu ou même un extincteur. Et probablement, je n'ai pas été assez prudent quand j'ai enfoncé la porte. Les lumières étaient encore allumées là-dedans, ce qui m'a fait plisser les yeux et reculer un peu. Et heureusement, aucun squatteur armé ne m'attendait. Juste une porte ouverte menant aux toilettes. Je suis passé par cette porte. Les toilettes dans cette zone étaient 2 pièces individuelles. Une pour hommes, une pour femmes, avec un seul WC, un lavabo, etc. Ce n'étaient pas des toilettes publiques, seulement accessibles aux personnes ayant une raison d'être dans la zone d'entreposage. La porte des toilettes pour femmes était ouverte, et je pouvais voir la grille de la bouche d'aération au sol, comme si elle avait été arrachée et jetée de côté. Je suis entré et j'ai dirigé ma lampe vers le trou, et j'ai cru entendre un léger bruit, comme si quelqu'un rampait dans les conduits, mais peut-être que ce n'était que mon imagination. J'étais tellement fixé sur la bouche d'aération que j'ai mis un moment à remarquer l'écriture sur le miroir. Je ne peux pas dire avec certitude que ça venait de ce gars. Ça aurait pu être un graffiti laissé par littéralement n'importe qui à n'importe quel moment, mais comme je l'ai dit, ce sont des toilettes réservées aux employés, y compris celles des femmes. Est-ce que ça change quoi que ce soit? J'ai tendance à penser que les femmes sont, en général, moins enclines à vandaliser les toilettes. Et si c'est sexiste, tant pis. Je n'arrivais tout simplement pas à imaginer quelqu'un faire ça sur son lieu de travail. Et sur le miroir, au marqueur indélébile, quelqu'un avait juste écrit « fuck » et « mange de la merde ». Pas exactement comme ça, mais disposé exactement ainsi. Le mot « fuck » sur une ligne et « mange de la merde » sur la suivante. Je me souviens précisément de la formulation « encore aujourd'hui ». Et encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée si notre gars, avec son Sharpie, a juste mal fini son mot ou s'il avait exactement l'intention d'écrire ça. Malheureusement, je ne peux pas vous dire que je l'ai poursuivi dans les conduits d'aération comme un héros d'action ou Batman. Absolument pas. Désolé, je n'allais pas mourir dans un conduit à 20 ans pour un boulot de sécurité, payé à peine plus que le salaire minimum. Je ne suis pas John McClane. Alors j'ai attendu les flics, qui sont arrivés peu après. Je vais faire vite sur la suite. En gros, les flics ont mené leur enquête et, effectivement, un squatteur vivait dans le centre commercial. Et il ne s'était pas limité à son petit nid dans cet entrepôt. Les policiers, la direction et nous, les gardes, avons trouvé au moins 4 autres zones qu'il avait occupées dans tout le centre. Une seule était dans l'entrepôt. Les autres, disons juste qu'il s'était bien baladé dans l'ensemble du complexe. C'était un vieux bâtiment, un vrai labyrinthe, comme je l'ai dit. Pas très difficile de se perdre dans les couloirs, les placards d'entretien, les conduits d'aération et les espaces entre les magasins. Dans chaque petit nid qu'il avait créé, on a trouvé des sacs de sport et les mêmes vêtements noirs, mais jamais aucune paire de bottes. Il portait des bottes lourdes quand il m'a foncé dessus. Je me souviens encore du bruit sourd de ses pas. J'imagine que ses bottes comptaient pour lui, alors il ne les changeait jamais. Mais les vêtements, ouais, juste ces fringues noires basiques et des déchets, des tonnes d'emballages de nourriture qu'il avait volées dans l'entrepôt et mangées. Rien de vraiment nutritif. Il devait être dans un état de santé déplorable quand je l'ai fait fuir. Et on n'a vraiment rien trouvé d'autre. Aucun manifeste, aucun plan sinistre. Aucune autre inscription, aucune pièce d'identité, aucun effet personnel. Mais je me souviens toujours que dans ce premier sac de sport, il y avait ce vieux chat en peluche crasseux.
Et si j'avais balancé dans la benne à ordures, ce qui était peut-être la seule possession précieuse de ce type? Est-ce pour ça qu'il m'a dit d'aller me faire foutre et de manger de la merde? Et cette phrase est devenue une blague, récurrente parmi les gardes de sécurité. Pendant un temps, jusqu'à ce que, comme toutes les choses, elles finissent par disparaître. Il était plus simple de se concentrer là-dessus, plutôt que de réfléchir à quel point il était incroyablement sinistre et dangereux que quelqu'un ait vécu dans les murs du centre commercial. Pendant on ne sait combien de temps, c'est probablement pour cette raison que la direction tenait tant à étouffer l'affaire. Je n'ai jamais trouvé de preuve que quelque chose de vraiment terrible s'était produit. Mais bien sûr, les conduits d'aération et les espaces rampants donnaient accès aux toilettes, tant privées que publiques. Il y avait des cabines d'essayage, toutes sortes d'endroits où quelqu'un pouvait se cacher, et s'il en avait eu l'envie, il aurait même pu observer. Nous étions tous d'accord publiquement pour dire qu'il valait mieux ne pas savoir, tant qu'il ne revenait pas. Et vous pouvez croire que la sécurité a été considérablement renforcée, du moins pendant un certain temps. J'ai quitté ce poste environ 18 mois plus tard. Et à ce moment-là, les choses s'étaient quelque peu calmées. Mais ceux d'entre nous qui étaient de là, à l'époque, parlaient encore de cette ombre dans les murs. Je n'ai donc pas de conclusion définitive sur qui était ce type étrange et malodorant qui m'a renversé. Et je sais que c'est assez décevant, mais je sais qui il était, en quelque sorte. Environ 10 ans après avoir quitté ce travail, j'étais dans une situation très différente dans la vie. J'étais en couple avec quelqu'un qui allait plus tard devenir ma femme, et elle venait aussi de la même ville. Nous avions grandi ensemble, mais pas ensemble, si cela a du sens. Le genre de relation où l'on se rencontre plus tard dans la vie et où l'on se rappelle l'un de l'autre. Elle connaissait évidemment cette ombre du centre commercial, ainsi que de nombreuses autres histoires bizarres, mais celle-ci l'avait toujours marquée, parce qu'elle était allée de nombreuses fois dans ce même centre commercial. Même si nous vivions à l'autre bout du pays à ce moment-là, ma femme, bien que nous n'étions pas encore mariés quand cela s'est produit, recevait encore notre journal, local hebdomadaire envoyé par sa mère. C'était une sorte de chose mignonne. Mais maintenant je me demande si sa mère ne le faisait pas uniquement dans ce but. Il y avait une histoire, quelques pages plus loin, sur un homme qui avait été arrêté. Il était accusé de harcèlement, de traque et de complot en vue d'enlever quelqu'un. Il semblait être une personne sans domicile fixe et avait vécu, dans des conditions assez dures, tout en traquant à plusieurs reprises, un petit groupe de femmes dans la région. Cette fois, lorsqu'ils l'ont arrêté, ils avaient trouvé un manifeste. Selon le rapport du journal, c'était un carnet qu'il avait simplement rempli de griffonnage sur une jeune femme non nommée en particulier. Je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur l'affaire en ligne, et je n'en ai jamais vraiment trouvé au fil des années. Et je suppose que les charges ont finalement été abandonnées, ou peut-être qu'il est mort, ou quelque chose comme ça. Il avait l'air très malade sur la photo d'identité judiciaire qu'ils ont publiée, et je n'ai vu ce visage qu'une seule fois, dans une sorte de lumière de lampe torche frénétique, tout au fond, alors qu'il me fonçait dessus. Donc, je ne peux pas en être certain. Mais je sais que c'était lui. C'était le gars qui avait vécu dans ces tanières, à travers ce fichu centre commercial. Et cela montre simplement que vous ne savez jamais vraiment qui est là dehors. Vous ne saurez peut-être jamais ce que les gens pensent ou ce qu'ils pourraient faire s'ils sont poussés juste de la bonne manière. Et parfois, rien que d'y penser m'empêche de dormir la nuit, plus que n'importe quel meurtre confirmé ou acte de violence directe. Juste l'idée que cela pourrait arriver à tout moment, de n'importe où. J'ai attrapé mes sacs à l'arrière du van et je suis entré dans la station-service. Il faisait chaud et ça sentait le McDo. Très agréable. Mon estomac a grogné. Mais la règle, c'est pas de bouffe tant que le boulot n'est pas terminé. J'ai pris un café noir avec 2 sucres à la machine et je me suis dirigé vers la mission du jour. Une borne d'arcade Mario Kart à 2 joueurs. Un des sièges était desserré et l'un des volants avait un léger drift. Donc je devais juste faire un peu de maintenance. J'ai bouclé ça en une demi-heure, plus vite que prévu, et comme je suis plutôt du genre concentré sur une seule chose à la fois, je n'avais pas vraiment prêté attention à ce qui m'entourait jusque-là.
Je suppose que je ne suis pas l'un de ces amateurs de true crime hyper vigilants qui écrivent parfois pour évaluer chaque menace potentielle. Il y avait 3 stands de fast-food, tous visiblement gérés par une seule personne. Un homme d'âge moyen, à l'air blasé, avec des tatouages remontant le long de ses bras gantés. Dans le coin au fond, un groupe en sweat à capuche que j'ai pris pour des ados. Et puis, à une table au centre, 2 femmes, la vingtaine peut-être. Elles avaient l'air sympas. Alors je leur ai souri et hoché la tête, avant d'aller commander mon habituel filet de poisson. Ouais, c'est moi le gars qui commande ça. J'ai récupéré la bouffe auprès du type mal luné derrière le comptoir. Me suis installé et j'ai commencé à boulotter mes frites. J'étais à peu près à mi-chemin du repas quand le groupe du fond s'est levé. En les voyant debout, j'ai remarqué qu'ils étaient tous assez grands, sauf un, vraiment plus petit. Rien de bizarre, juste un détail qui m'a fait douter qu'ils soient vraiment ados. Bref, mon cœur s'est serré en voyant qu'ils portaient tous des masques. Rien de délirant, juste des foulards remontés sous les yeux et des capuches bien enfoncées. Tu vois exactement le cliché des tabloïds britanniques sur les jeunes délinquants à capuche. Mais d'expérience, c'est surtout de la panique médiatique. Franchement, je pensais que c'était une blague. Enfin, j'espérais que c'en était une. Le groupe de 4 s'est approché de ma table et s'est planté là, face à moi. Pas un mot, rien. « Je peux vous aider, les gars ?» ai-je demandé, essayant de paraître poli. Pas trop secoué. Je suis pas un gringalet, mais je cherche pas la baston non plus. J'ai tenté de croiser le regard des filles à la table centrale, pour voir si elles faisaient partie du truc ou quoi. Le gang à capuche me fixait. L'un d'eux a brusquement poussé la table. Pas fort, juste assez pour me faire sursauter. Le classique comportement de brute d'école. D'accord, les mecs. J'essaie juste de me détendre après le boulot. Je veux pas d'histoire. Allez, circulez. J'ai cru entendre un rire étouffé, comme si c'était hilarant, crétin. Celui qui avait poussé la table s'est penché et a dit « T'as un problème, mec ?» Il a soufflé ça, venimeux. Non, ils étaient énervés, ces petits cons, et visiblement en mission pour prouver quelque chose. Non, mec, j'essaie juste de manger mon burger. Non, mec, j'essaie juste de manger mon burger, a-t-il répété. J'essaie juste de manger mon burger. A repris un autre, grand lui aussi. Le troisième a abattu son poing ganté sur la table. Mon verre a basculé, et j'ai eu juste le temps de le rattraper avant qu'il ne tombe par terre. Attends. Allez, les gars, j'ai dit, ça vaut pas le coup, hein? Ce que je n'avais pas remarqué, c'est que le petit s'était faufilé derrière moi pendant que les autres me distrayaient. Des mains se sont posées sur mes épaules. Pas la peine, a soufflé une voix douce. Impossible de dire si c'était une fille ou un gamin. Mon instinct me dit que c'était probablement un gosse. Peut-être les deux. C'est sûrement pour ça que j'ai pas réagi. D'un bon vieux coup de coude par réflexe. Allez, laissez tomber, ai-je lancé en me levant. Le petit derrière moi a dû reculer en vitesse pour éviter de se prendre la chaise. Bon marché dans les tibias. J'ai attrapé mes sacs et me suis dirigé vers la sortie. Et bien sûr, le gang m'a suivi. Mec, tu restes pas ?» Qu'ils ont raillé. Mais j'en avais fini. J'en ai eu ma dose de petits tyrans de cours de récré. Et clairement, j'étais trop vieux pour ce genre de conneries. Même si ça voulait dire abandonner un McDo en sortant sur le parking. J'espérais que le type de la station aurait la présence d'esprit de verrouiller les portes derrière eux. Peut-être que ces mômes étaient connus ici, qui sait. Peut-être que ce genre de truc arrivait souvent dans cette station. En fouillant mes poches pour trouver la clé du van, j'ai vu les 2 femmes nous observer depuis la fenêtre. Le gang s'était arrêté au milieu du parking, à environ 5 ou 6 mètres de moi, et ils me regardaient fixement. Je voulais pas leur tourner le dos pour aller à l'arrière du van. Alors j'ai ouvert la porte passager et jeté mes sacs sur le siège. Sans les quitter des yeux, j'ai quand même discrètement sorti une clé à douille d'un des sacs et les planqué dans ma manche. « Bon, j'y vais, les gars !» ai-je dit en contournant le van pour monter côté conducteur. Je me suis dit que c'était mieux de continuer à leur parler plutôt que de montrer que j'étais effrayé. Faire semblant, quoi. Ils sont restés plantés là à me regarder tandis que je m'installais dans le van. J'ai démarré et enclenché la marche arrière. J'ai cru que j'allais m'en tirer tranquille. Puis, d'un coup, ils ont foncé vers le van, ont frappé sur le capot, crié, gueulé comme des hyènes.
J'ai sursauté et eux ont ri de plus belle. Aucun d'eux ne semblait avoir peur que je les renverse ou quoi que ce soit. Alors j'ai écrasé la pédale et j'ai reculé en demi-cercle à travers le parking presque vide, avant de filer. Ils m'ont couru après en criant, en frappant sur le côté du van à plusieurs reprises, puis ont fini par disparaître dans l'obscurité. Peut-être que j'aurais dû les écraser, mais je parie que ça se serait retourné contre moi, surtout si l'un d'eux était vraiment un gamin. Je me suis arrêté dans une autre station-service plus loin pour vérifier les dégâts. Il y avait une longue entaille fine sur le côté du van. Clairement un coup de lame. J'ai parlé à mon patron, puis j'ai fini par appeler les flics. Ils m'ont dit qu'il y avait toujours des problèmes dans cette station et qu'ils passeraient me faire un tour. Je n'en ai jamais entendu parler après coup. Ce qui me terrifie, c'est que je ne suis pas convaincu qu'ils avaient prévu de me laisser partir. La manière dont ils ont perdu le contrôle à la fin, comme des bêtes sauvages. Je suis certain que si j'étais sorti pour les confronter, je ne serais pas reparti entier de cette station-service. Je vis dans un pays où certaines choses sont encore plus taboues que dans les pays occidentaux. On n'aime pas en parler. Et c'est le cas de l'histoire que ma mère m'a un jour racontée. Dans ma commune, il y avait un centre commercial local qui avait été récemment démoli. Et je me souviens que, lorsque j'étais petit, j'allais souvent dans ce centre. Il était rempli de visages rieurs, de gens heureux de faire leurs achats. Il y avait une ambiance joyeuse, presque magique. Je me souviens d'un espace restauration au rez-de-chaussée, avec une multitude de couleurs, d'odeurs, de sons qui éveillaient tous mes sens d'enfant. Des cookies en train de cuire dans un kiosque qui embaumait l'air, des plats venus du monde entier. J'adorais courir là-dedans, regarder les vitrines, m'émerveiller devant tout. Je me rappelle de cet éventail immense de biens et de services, des jouets colorés aux vêtements magnifiques dont on rêvait de pouvoir s'habiller un jour. À mes yeux d'enfant, ce centre commercial était un véritable pays des merveilles. Et chaque visite avec ma mère, mon père, mes frères et sœurs, ou même avec des amis et leurs parents, était un moment précieux, heureux, inoubliable. J'avais environ 6 ans lorsque nous avons appris que le centre allait fermer. Je me souviens avoir pleuré. Je croyais que mon père y travaillait, et que cela signifiait qu'il allait perdre son emploi. Mais non, il ne travaillait pas pour le centre lui-même. Il était le gérant d'une chaîne de magasins à l'intérieur, et il venait justement d'être promu. J'ai vite oublié ma tristesse, le centre, et j'ai grandi. Ce n'est que des années plus tard, lors d'une visite chez mes parents, en voyant aux informations que le bâtiment avait enfin été démoli, après des années d'abandon, que j'ai appris la véritable raison de sa fermeture. Cela s'était passé un été, peu après que le centre eut fermé ses portes au public pour la nuit. Ce centre commercial n'était pas très grand, mais très haut. Il devait y avoir 6 magasins par étage, et l'espace restauration occupait presque tout le niveau inférieur. L'étage au-dessus était dédié aux jouets, à l'électronique et à tout ce qui était ludique. Encore au-dessus, on trouvait des vêtements et des articles pour la maison. Et enfin, tout en haut, il y avait des bureaux, ainsi qu'une unique papeterie que je trouvais étonnamment fascinante. Le centre du bâtiment était à ciel ouvert, orné d'une grande sculpture au milieu. Par beau temps, la lumière du soleil frappait. La sculpture, de manière à projeter des reflets semblables à un arc-en-ciel, à cause de la hauteur vertigineuse et du puits de lumière central. Chaque étage était sécurisé par une vitre renforcée, empêchant quiconque de basculer dans le vide. Je me souviens avoir essayé, du haut de l'étage supérieur, de regarder jusqu'en bas en me hissant, même si je n'étais pas assez grand pour voir par-dessus. Je devais me tordre le cou pour essayer d'apercevoir le sol. Je ne voyais pas tout, mais je me rappelle que les barrières en verre m'arrivaient bien au-dessus de la tête, ce qui signifie qu'elles devaient arriver à peu près à la poitrine d'un homme adulte moyen. Le magasin dont mon père était le gérant se trouvait au 3e étage. C'était une boutique de vêtements pour hommes. Cet été-là, son entreprise avait récemment collaboré avec un créateur de mode réputé, et une soirée de lancement avait été organisée dans sa boutique. C'était un petit événement, avec quelques journalistes de mode, des photographes et une poignée de clients triés sur le volet, invités à découvrir la collection en avant-première. C'est pourquoi, ce soir-là, il y avait peut-être une 15aine de personnes dans la boutique de mon père. Après la fermeture du centre,
Ma mère ne sait pas expliquer pourquoi elle est sortie de la boutique à ce moment-là. Elle se souvient avoir eu besoin de prendre l'air, mais ce n'est pas dans ses habitudes. Elle dit qu'elle était dehors depuis moins d'une minute quand le corps est tombé du ciel. Il ne s'est pas écrasé près d'elle, mais à l'opposé, de l'autre côté de l'ouverture centrale du centre commercial. Un homme est tombé de nulle part. Il portait un costume marron, et en tombant, sa veste battait comme des ailes, et sa cravate claquait comme un fouet. Aux 3/4 de sa chute, une de ses chaussures s'est détachée, a dévié de sa trajectoire, peut-être à cause des mouvements désordonnés de ses jambes. Son visage, d'abord figé par la surprise, s'est ensuite déformé par la terreur. Puis il a disparu du champ de vision de ma mère. Il n'a pas crié. Et ma mère insiste sur ce point. Cet homme n'a ni crié, ni hurlé, ni émis le moindre son. Il est resté silencieux. Puis il a percuté le sol. Un sol dur, solide, après une chute de très haut. Ma mère ne veut pas en dire plus sur ce qui a suivi, mais je sais qu'un corps qui tombe d'une telle hauteur n'est plus un corps en touchant le sol. Je sais que ce qu'il en reste se répand si loin, si violemment, qu'il est plus simple de fermer un centre commercial à jamais que de tenter de tout nettoyer. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle le centre n'a plus jamais rouvert ses portes. L'homme qui est tombé était le propriétaire du centre lui-même. Apparemment, le centre souffrait de graves problèmes financiers et la société de gestion était au bord de la faillite. Ce que cela aurait signifié pour le centre, pour les magasins, je l'ignore. On a conclu à un terrible accident. Le propriétaire aurait chuté du dernier étage, par-dessus une rambarde qui arrivait à hauteur de poitrine, un soir où le centre aurait dû être fermé. Mais ne l'était pas. Peut-être avait-il oublié cela, et s'était-il penché pour ajuster ou nettoyer quelque chose avant de glisser. Peut-être n'était-il pas seul ce soir-là, contrairement à ce qu'ont dit les autorités. Ou alors, peut-être que quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose de délibéré, de personnel. Mais par respect pour la famille du défunt, et dans un endroit comme celui où j'ai grandi, quand une tragédie de ce genre survient, on apprend très tôt ce qu'il est acceptable ou non de questionner. Il ne reste plus aujourd'hui qu'un bâtiment abandonné, désormais réduit à des gravats, et la mémoire de l'homme tombé du ciel. Et les amis, merci d'avoir écouté. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines narrations. Merci infiniment, les amis. Et souvenez-vous, Slay Queen,